Bonjour Marc Ognadi. Bonjour. La confiance, on dit que ça se mérite, ça ne se décrète pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, en disant faire confiance à la confiance? Je crois que nous sommes dans une société, à cause notamment de son évolution technique et numérique, qui veut se passer de plus en plus de la confiance. Elle veut contourner les mécanismes de confiance. Alors Notre ça, assentiment, notre adhésion. ne- pas exactement. Avec l'emprise du numérique sur nos existences, ce qui se passe, c'est que ce sont en fait des relations de sécurité qui sont instaurées. Vous voyez, si nous sommes dans une interaction à travers le numérique, le but des opérateurs du numérique, mais le but aussi de l'utilisateur du numérique, c'est que ce système marche, c'est que ce système soit absolument sécurisé. Autrement dit, qu'on puisse se passer des mécanismes de confiance, qu'on puisse s'en remettre à des processus automatiques sans devoir leur faire confiance, parce qu'on sait qu'en fait, ils prennent en charge nos interactions de manière tout à fait sécurisée. Vous voyez, je pense que les mots d'ordre de confiance, par exemple, il y a des opérateurs, les grands opérateurs de télécom que tout le monde connaît, qui disent nous voulons être des opérateurs de confiance. En réalité, ce terme de confiance en cache un autre, qui est celui de sécurité. Et ce que je vous dis ici de la publicité des opérateurs vaut aussi pour les textes législatifs européens, il se trouve que je les connais bien, sur les opérateurs de confiance, les tiers de confiance, le numérique de confiance, puisque c'est ce qu'ils veulent instaurer. Mais en fait, le terme est galvaudé. Ce qu'ils veulent, c'est un univers absolument sécurisé. Et ça dessine un horizon pour nous autres humains, pour nous autres utilisateurs, un univers, au fond, régi par la technique, régi par une technique sécurisée, et donc un univers qui se passe de la confiance. Or, toutes nos relations naturelles au monde, et notamment toutes nos relations naturelles aux personnes, sont marquées du sceau de la confiance, doivent être marquées du sceau de la confiance. Mais dès lors que s'interpose dans ces relations naturelles la technique, alors à ce moment-là, nous n'avons plus affaire directement aux personnes, mais directement à la technique. Et là, ce n'est plus une relation de confiance qui s'instaure, mais une relation de sécurité. Autrement dit, c'est ce type d'existence qui se dessine là sous nos yeux est une forme d'existence, si vous voulez, machinique, automatisée, qui fait signe vers une société automatique. La substitution de dispositifs techniques, écrivez-vous, aux relations naturelles signifie que ce qui est attendu de nous est de plus en plus déterminé par des machines. Donc en fait, on ne veut que du prévisible. Ce système-là, sécuritaire, ne veut que du prévisible. Exactement, on ne Pas de veut risque. pas de risque. C'est pourquoi je dis qu'on contourne les mécanismes de confiance. Il s'agit de les éviter. Et ça se comprend bien. Donc là, il faudrait une histoire un peu plus longue pour montrer que, en fait, l'individu moderne, qui se caractérise par un individualisme, bien entendu, mais un individualisme bien particulier qui est celui d'une volonté autonome qui veut exécuter ses buts. Bon, pour cet individu-là, qui est la figure même de la modernité, alors je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est une très longue histoire, et en fait, voilà, c'est l'individu moderne et la volonté et la faculté moderne par excellence. Pour cet individu-là, faire confiance à quelqu'un, devoir faire confiance à quelqu'un, c'est un risque. C'est un risque parce que dès lors qu'il doit s'en remettre à quelqu'un, c'est-à-dire dès lors qu'il doit remettre l'exécution de sa volonté à quelqu'un d'autre, dès lors qu'il doit compter sur quelqu'un d'autre pour exécuter sa volonté, eh bien, il n'est pas sûr de réussir. C'est un risque pour lui parce que l'autre est un être libre comme lui et qui pourrait évidemment Faire défaut. faire défaut. Exactement. Vous voyez? Donc la confiance est un risque. C'est pourquoi on a essayé de réduire au maximum les risques. Il y a ce mouvement très général qui vise à sécuriser. Alors on sécurise, par exemple, dans des contrats, en instaurant des clauses en cas de défaut, etc., etc. Bon, c'est un univers très, très juridique qui vise globalement à réduire l'incertitude. Moi, j'essaye de montrer au contraire que même si c'est la tendance, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la tendance lourde et qui est amplifiée, comme je l'ai dit, par le numérique, néanmoins, c'est une fausse route en quelque sorte. Parce que nos relations naturelles au monde, aux autres, à soi, est une relation de confiance qui, au fond, doit tabler sur l'incertitude radicale de la condition humaine.
Voilà. La condition humaine est marquée par une incertitude fondamentale. Si vous voulez, par exemple, et pour le dire un peu autrement encore, les stoïciens avaient bien mis ça en scène en disant que, mais moi, je me retire de tout ce qui ne dépend pas de moi. Parce que ce qui ne dépend pas de moi est incertain et donc est hors ma maîtrise. Et donc, je me concentre uniquement sur moi-même, c'est-à-dire, en fait, sur mes sentiments à l'égard de ce qui se passe dans le monde. C'est la seule chose que je peux maîtriser. Je ne peux pas maîtriser ce qui se passe dans le monde, mais je peux maîtriser mes sentiments à l'égard de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, c'est une façon de thématiser cette incertitude fondamentale qui nous relie au monde. Or, le monde d'aujourd'hui, le monde technique, numérique, etc., essaye justement d'éliminer cette part d'incertitude au profit d'un monde purement sécurisé. Mais un monde purement sécurisé, c'est un monde purement machinisé, automatisé, où nous devenons nous-mêmes les pièces d'un immense puzzle mécanique. Moins de confiance, donc moins de responsabilité, puisque c'est la machine normalement qui prend les risques d'une certaine façon à ma place. C'est aussi ça, c'est une manière de s'abriter derrière des dispositifs. Je m'en remets à la machine pour de plus en plus de performances. Alors avec ChatGPT, on a atteint des sommets, si je puis dire, puisque en fait, je m'en remets même pour produire des textes doués de sens, alors que, bon, ça, c'était quand même considéré comme, au fond, la faculté humaine et la spécificité humaine la plus excellente, n'est-ce pas? Celle de pouvoir produire des textes doués de sens. Donc, même pour ça, maintenant, je peux m'en remettre. On s'en remet de plus en plus à des machines, et ce faisant, nous leur obéissons de plus en plus. Parce que nous, on a l'impression, subjectivement, si vous voulez, qu'on fait quelque chose avec les machines, qu'on exprime en quelque sorte une part de liberté dans nos machines puisqu'elles nous permettent de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est que à tout moment, on doit obéir à ces machines. Dès lors qu'on doit mettre un code sur nos ordinateurs ou pour retirer de l'argent, on obéit en fait à la machine. La preuve, c'est que si on ne fait pas ce qu'elle demande, on n'y arrive pas. Maintenant, on vous répondra, Marc Cognadi, qu'il y a une sorte de fatalité. Je ne sais pas s'il y a une fatalité dans ce domaine-là d'ailleurs, parce qu'après tout, il n'y a que des choix qui sont faits. Justement, c'est votre réflexion aussi sur le Parlement des modes de vie, c'est-à-dire que on prend des tas de décisions législatives sur des domaines assez techniques, politiques, etc., mais on ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont nous, on vit, on ne met pas en débat la manière dont ces techniques, dont ces modes de vie sont formatés et pèsent sur nos comportements. Exactement. C'est-à-dire, je pense que les outils que nous avons à notre disposition pour légiférer, en France, mais surtout au niveau européen, puisque c'est essentiellement au niveau européen que ça se passe, ces outils, en fait, ils sont de deux ordres, si on les regarde fondamentalement. Ce sont les droits et libertés individuelles, puisque c'est autour des droits et libertés individuelles que, au fond, est architecturé tout le droit européen, notamment sur le numérique, mais aussi dans tous nos pays démocratiques. Et le deuxième levier, c'est le droit de la concurrence. On ne veut pas que des entreprises aient des monopoles, etc. On veut que le marché, au fond, soit équitable. Eh bien, je pense que ces deux outils, c'était ce que j'appelle l'éthique des droits d'un côté et le droit de la concurrence de l'autre, ne sont pas les bons leviers pour légiférer en matière de numérique, parce que dans le numérique, il en va de bien plus que de nos droits. Il en va véritablement de ce que j'appelle la vie de l'esprit. C'est-à-dire que ces appareils, ces dispositifs s'emparent en réalité de nos esprits. Ils le privatisent. C'est-à-dire qu'ils pompent gratuitement les données pour en fait les monétiser selon un business model qu'on commence à connaître, mais enfin que les gens ils ont qu'une vague idée en fait de comment ça se passe. Mais en fait, c'est ça qui se passe, c'est ce gigantesque gisement de données qu'ils font fructifier à notre insu et en les prélevant dans notre cerveau, en les prélevant sur nos comportements. Voilà. Et donc, d'où. Alors, comment faire pour lutter là contre? Vous voyez, alors je dis, les droits individuels, c'est pas un bon levier. Le droit de la concurrence, c'est pas un bon levier. Je pense qu'il faut trois choses, je l'ai dit rapidement. Une éducation au sens large, c'est-à-dire c'est une éducation de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Bon, je pourrais détailler. Mais deuxièmement, il y a un problème institutionnel. On n'a pas d'institution qui soit à la hauteur des GAFAM. On ne peut pas lutter actuellement contre les GAFAM, sauf à travers des voies indirectes comme le droit de la concurrence ou la propriété des données ou des choses comme ça, mais c'est insuffisant eu égard si vous voulez, aux conséquences anthropologiques en fait que ce système
implique. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que je fais la proposition, puisque effectivement il s'agit d'une privatisation de l'esprit humain, puisque c'est la vie de l'esprit qui est en jeu, parce que ces dispositifs étouffent en fait l'esprit humain, eh bien je fais la proposition de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait pour les fonds marins. Voilà, je pense que ce serait une déclaration, il faudrait que ça soit une déclaration universelle, qui aurait une grande force symbolique, qui montrerait simplement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'esprit humain. Si vous voulez, il y a un autre parallèle que je peux faire, c'est avec les pharma. Bon, aucune molécule ne peut être délivrée sur le marché sans des protocoles extrêmement stricts et des contrôles extrêmement stricts avec les 4 phases d'essai, etc. Personne n'admettrait qu'on jette comme ça une molécule, tout simplement parce qu'on pense qu'une molécule incontrôlée peut faire beaucoup de mal, beaucoup de tort au corps humain, au corps des humains. Bon, personne ne s'est avisé que des applications telles ChatGPT, par exemple, pouvaient faire beaucoup de mal à l'esprit humain. Eh bien, je trouve que désormais, les entreprises du marché ne devraient pas se sentir autorisées à mettre sur le marché impunément et sans contrôle et sans réflexion des applications qui, en fait, ont une immense implication sur l'esprit humain. Par ChatGPT, on a tous été pris de court. C'est ça le scandale. C'est pas la technologie en elle-même. Oui. Je n'ai rien contre cette technologie qui est plutôt admirable, évidemment, mais sur la manière dont elle a été mise sur le marché. Alors, il faut déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité pour empêcher que de telles mises sur le marché sauvage puissent avoir lieu. On dit ChatGPT, c'est la réponse, alors que les moteurs de recherche, c'était simplement la question. Et donc, ChatGPT forme un discours intelligible, apparemment donc intelligent. C'est quand même du partage d'informations, de l'accès gratuit à l'information pour le plus grand nombre. On pourrait dire que c'est un grand progrès pour l'humanité et donc pour l'esprit humain, Marc Cognadi. Il y a une forme de Euh, démocratisation du savoir. C'est le principal argument qu'on oppose à ça. le, Ça ne date pas de ChatGPT d'ailleurs, ça date de l'Internet. Bon, alors d'abord, si vous voulez, le premier problème éthique qui se pose ici, c'est d'avoir appelé ça intelligence artificielle. Voilà. Ce ne Pourquoi? sont pas des appareils intelligents. Euh, et de toute manière, avant d'avoir appelé ça intelligence artificielle, il eût fallu s'interroger profondément sur ce qu'est l'intelligence spécifiquement humaine. C'est la première démarche scientifique qu'il aurait fallu avoir. À la place de ça, qu'est-ce qui se passe? Pour des raisons, au fond, qui tiennent du marketing et de la communication, on appelle ça intelligence parce que c'est fascinant, etc., parce que ça produit des textes. Mais ces textes sont-ils intelligents? Je le conteste absolument. Ce serait une discussion évidemment profonde à avoir, de savoir qu'est-ce que l'intelligence? Mais ce serait en fait là qu'il faudrait commencer. Parce que le risque, pourquoi c'est un problème éthique? Le problème éthique commence avec le fait que justement on appelle ça intelligence, et donc en insufflant ça au fond dans le public, on va finir par faire à croire que l'intelligence c'est ça. C'est-à-dire l'intelligence c'est gérer des informations, c'est créer des corrélations statistiques, probabilistes entre différentes informations, et que c'est ça l'intelligence. Mais non. Moi, je dis l'intelligence, c'est pas ça. Par Qu'est-ce que exemple, c'est? alors, j'ai 2 minutes. Non, écoutez, je vous donne deux exemples, 2 points de réflexion. Vous voyez, l'intelligence humaine, c'est pas de répondre à des questions en mobilisant des quantités de savoir. L'intelligence humaine, elle s'exprime originairement dans les questions d'un enfant. Voilà. Quand un enfant vous demande que fait le vent quand il ne souffle pas, vous voyez, c'est une question intelligente. C'est une question qui cherche du sens. C'est une question qui, au-delà de ce que l'enfant voit et ce que l'enfant perçoit, veut aller chercher une explication, etc. Première chose. Le Donc, contrefactuel. je vois que vous avez des bonnes lectures. Le contrefactuel. Donc, voilà. Donc, aller au-delà et chercher les questions de sens. Voilà. Ce n'est pas des données, c'est du sens, c'est donner une cohérence à un ensemble de choses qui, par ailleurs, sont perçues. C'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, a trait avec, vous me l'avez mis dans la bouche, le contrefactuel. Je pense que c'est une dimension absolument essentielle. On est beaucoup trop fasciné par le monde des données. Voilà.
ce qui est donné, ce qui est mesurable, et donc ce qu'on peut mettre en algorithme, ce qui constitue une information, une donnée. Mais moi, je dis très fondamentalement, et je lance cette idée, je ne peux pas la développer, ce sera le sujet de mon prochain livre, en fait, c'est que, en fait, l'intelligence, le trait fondamental de l'intelligence humaine, ce n'est pas de traiter ce qui est donné. Le trait fondamental de l'intelligence humaine, c'est de s'orienter par rapport à ce qui n'est pas donné. Et ce qui n'est pas donné n'est pas... On ne peut pas le mettre justement en information, en données, en algorithme. C'est ce qui n'est pas donné. Voilà, quand on oriente nos actions en fonction de certaines valeurs, vous voyez, les valeurs, elles ne sont pas données. Les valeurs, il faut les créer, elles émergent. En plus, il faut les choisir. Une valeur en veut une autre. Une valeur peut être en conflit, en contradiction avec une autre. L'intelligence humaine, c'est de choisir le contrefactuel, si vous voulez, au nom duquel je vais agir. On se rend bien compte que quelqu'un qui veut être Mère Teresa ou quelqu'un qui veut être broker à New York n'ont pas les mêmes valeurs contrefactuelles par devers leur existence. Et alors, bon, philosophiquement, on peut montrer, je ne vais pas le faire ici naturellement, que cette contrefactualité, en fait, elle gît dans n'importe lequel de nos petits actes quotidiens. Voilà, dans n'importe quel de nos petits actes quotidiens. Et donc, C'est le sens et la cohérence de nos actes. c'est le sens, la cohérence de nos actes. Et si vous voulez, nous sommes assis ici sur nos chaises. Nous avons confiance que ces chaises vont soutenir notre poids. Nous n'en sommes pas sûrs. Il y a une espèce d'incertitude fondamentale. Mais nous parions sur. Nous faisons comme si, c'est pour ça que nous sommes assis dessus, nous faisons comme si la chaise allait soutenir nos poids. Ce comme si, c'est un contrefactuel. Parce qu'on ne le sait. En toute rigueur, on ne le sait pas. La chaise peut s'effondrer. Donc, on doit faire comme si. Le comme si, c'est un contrefactuel. Alors, cette contrefactualité qui est fondamentale pour la confiance, alors ça, là on rejoint, si vous voulez, ma théorie de la confiance, mais cette contrefactualité qui est essentielle pour la confiance, elle gît dans toutes les actions humaines et elle échappe au monde des données, au monde donc du mesurable, du factuel et des algorithmes. Est-ce qu'il y a, vous disiez, hein, Marc Ogniadi, qu'il n'y a pas d'institution pour faire face aux GAFAM, pour réfléchir, pour penser tout ça? Il y a une sorte d'angle mort ou d'ensemble vide là. Et on est sous la tutelle d'un business model que l'opinion peine encore à percevoir, mais qui est un gisement, vous l'avez dit, considérable. Et on imagine rien que sur les données de santé, par exemple, ce que ça peut représenter comme source d'argent. Donc, Absolument. ce côté pécuniaire. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Ce Parlement des modes de vie dont vous aviez parlé en 2015, est-ce qu'il peut émerger? Est-ce qu'il y a une forme de contre-pouvoir aussi? Contrefactuel, contre-pouvoir? C'est une question de volonté politique. Comme je le dis dans ce livre, et dans le précédent plutôt, dans le second âge de l'individu, quand on parle politique, quand on fait de la théorie critique de la société, quand on s'interroge sur la manière dont on peut sortir de cette société, il faut adopter des lunettes à double focale. Voilà. Il faut une focale pour l'idéal. Et là, on dit, ben oui, une institution mondiale où tout le monde se mettrait d'accord pour réguler le numérique, le rapport de l'homme à la technique, etc. Voilà, c'est ça l'idéal vers lequel il faut tendre. C'est un idéal qui a d'ailleurs toujours animé l'esprit politique. Quand on a fondé l'ONU, la Société des Nations, puis l'ONU, c'est bien ce qu'on voulait. C'est une société mondiale de paix, etc. Un idéal un peu kantien. Un idéal un peu, tout à fait, pas un peu, tout à fait kantien. Et donc, ça, c'est la focale, vous voyez, lointaine, la focale un peu idéale, je dirais. Et puis, il faut adopter la focale basse, la focale de la réalité, la focale du principe de réalité, pour voir que, bon, voilà, il y a des rapports de force qui aujourd'hui s'opposent, évidemment, à fabriquer une telle institution. Le travail étant de réduire, si vous voulez, la distance entre les deux focales. Néanmoins, j'aimerais quand même souligner que, vous voyez, créer une institution, d'abord, je constate, je suis depuis 2015, où effectivement j'avais formulé cette idée, je constate que l'idée prend énormément de place maintenant dans l'espace public. Ursula von der Leyen, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, donc la présidente de la Commission européenne, a souhaité une grande agence européenne. On parle d'une agence européenne de l'algorithme, on parle de choses comme ça. Et en fait, beaucoup de penseurs du numérique plaident maintenant pour une institution. Donc, je pense que l'idée est en train de germer parce que tout le monde se rend compte que c'est une nécessité
politique, c'est pas juste un vœu pieux, c'est une nécessité. Les GAFAM, elles, ne se gênent pas pour inonder la planète entière de leurs produits, de leur logique et de leurs pensées, en fait. Y compris d'ailleurs, c'était le sujet d'un autre livre, de la pensée post-humaniste. Bon, donc ils se gênent absolument pas. Bon, il faut faire quelque chose. Et tout le monde se rend bien compte qu'au niveau individuel, nous ne pouvons pas agir. C'est-à-dire qu'on peut bien renoncer à utiliser son téléphone portable, mais vous voyez bien qu'à part C'est le un vœu fait... pieux. C'est un vœu pieux, c'est de l'héroïsme moral, si vous voulez, mais ça, du point de vue du système, ça n'a aucune importance. Même si un pays prenait des décisions comme ça n'aurait guère d'importance. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité logique de créer une telle institution, une espèce d'ONU, si vous voulez, des technologies. Pourquoi pas, on peut l'appeler comme on veut. Mais ça ne va pas être un machin de plus Il faut- qui va censurer, parce que voilà, ça va être l'argument Mais majeur, ça, ça c'est va un être de dire on argument va censurer. défaitiste. Ça, c'est un argument défaitiste. Ça va être un machin de plus. Mais c'est un machin indispensable, en fait. Les GAFAM, c'est pas un machin de plus. C'est un immense machin de plus. Et le fait est qu'ils ne travaillent pas très bien. Ils font aussi des choses extraordinaires, mais ils ne travaillent pas très bien. On aimerait pouvoir les contrôler. On aimerait pouvoir s'y opposer. Il ne nous faut donc pas un machin de plus, mais il nous faut un vrai machin, si vous voulez, qui soit vraiment capable de s'opposer. Merci beaucoup, Marc Niadi, notre invité ce matin. Faire confiance à la confiance aux éditions RS. Je rappelle que vous êtes philosophe, que vous enseignez notamment à la philosophie, donc à l'Université catholique de Louvain. Et vous êtes aussi professeur associé à la chaire Valeurs et politique des informations personnelles de l'Institut Mines Télécom de Paris. À bientôt. À bientôt, merci.